ce côté fantasmé de la retraite, l'entrepreneur qui a vendu et qui est au bord de sa piscine ou sur une île paradisiaque, en vrai, ça nous renvoie assez vite à quelque chose d'inutilité. Quand mes enfants, à la rentrée d'après, repartaient à l'école, et t'as plein de papiers, profession des parents, et ben moi je ne savais plus quoi mettre. Je ne savais plus si je devais dire je suis chef d'entreprise, je suis sans emploi, non, je suis pas au chômage parce que j'ai pas droit au chômage. Je pense que c'est la signature la plus longue que j'ai mis. Grosse hésitation. Je suis dans mon salon et je vois le mail qui arrive. J'ai un moment de grande solitude. Tu vois l'objet, tu sais de quoi il s'agit. Je pense que je deviens blanche pâle. Je vends pas. Je vends ou je vends pas. Ouais, c'est la vraie fin ou c'est pas la vraie fin. Qu'est-ce qui va se passer à ce séminaire? Tu t'y attendais pas? Non, je m'y attendais pas du tout. Je commence par leur dire que j'ai quelque chose de difficile à leur annoncer et là je sens que tout se serre au niveau de la gorge, du ventre et je vois des visages qui se décomposent littéralement devant moi. Il me dit pars pas. Regarde, on a encore plein de choses à faire. Je crois qu'en fait ils y croient pas. Il va y avoir l'épisode Mbappé. Il va y avoir l'épisode Mbappé, donc ils ont pris la photo de Mbappé qui est en train de signer et de renouveler son contrat et ils ont mis ma tête et celui de mon associé et ils me l'envoient. J'ai explosé de rire en voyant la photo, mais je me suis dit waouh, est-ce que tu fais pas une bêtise de partir? Quand tu montes ta boîte, il y a deux fins possibles pour l'entrepreneur. Soit tu la plantes, soit tu la vends. Cash Out, c'est le podcast qui décrypte les montagnes russes de l'exit d'entreprise. Exit, quitter l'entreprise que vous avez créée, de la décision au rebond, c'est tout le sujet des plus de 100 épisodes Cash Out que nous avons réalisés. Et c'est le titre de l'ouvrage qui sort le 5 mai. Son auteur connaît son sujet. Elle a créé Asigma, un cabinet de conseil en transformation dans le secteur de l'assurance. On va parler de vente de parts aux associés. On va aussi parler de crédit vendeur pour la première fois dans Cash Out. On va parler d'une vente qui s'est finalement déroulée 4 mois après la sortie de notre invité de l'entreprise. Et on raconte cette histoire avec Souleymane Jean Galadima, directeur général du Multifamily Office Sapiens. Ravi de te retrouver. Ravi également. Et ravi d'accueillir notre invitée Delphine Picotta. Bonjour à toi. Tu le sais, Cash Out démarre toujours en musique. Nos invités viennent avec une musique pour nous parler d'eux. Et on écoute tout de suite. Alors Delphine, toi qui écoutes quelques épisodes de Cash Out, tu sais qu'on peut chanter. On peut chanter, mais pour les auditeurs, je le ferai pas. Mais ce que tu vas faire, c'est nous partager les coulisses. Je parlais de l'avant, pendant, après. C'est tout ce qu'on va chercher avec Souleymane Jean, c'est comprendre ce qui fait qu'on arrive à vendre son entreprise et surtout ce qui se passe pendant et après le deal, parce qu'il y a aussi un après, et c'est aussi le sujet, enfin tu vas vraiment tirer tous ces fils dans l'ouvrage qui sort, en fait, aujourd'hui, jour de diffusion, le 5 mai. Tout à fait. Tu peux nous dire pourquoi ce livre et pourquoi cette chanson ? Alors, je commence par la chanson, parce que c'est une chanson qui me met beaucoup en énergie et j'adore cette chanson, en fait. Et puis, j'aimais beaucoup Ali McBeal quand j'étais plus jeune et je trouvais que c'était... Voilà, ça me représente bien, donc j'aimais bien. Ça nous ramène à des souvenirs. Exactement, ouais. Voilà. Nous étions jeunes. Exactement. Et pourquoi ce livre ? Pourquoi le livre ? Eh ben, écoute, après avoir vécu l'exit et la sortie, comme pas mal d'entrepreneurs, je pense que j'ai vécu une phase un peu questionnante sur lequel j'ai essayé de chercher des choses. J'étais en fait en vacances quand j'ai commencé à l'écrire sans savoir que ça allait être un livre, en fait, après 9 mois Après 9 mois de sortie... T'avais besoin de décharger ? J'avais besoin de décharger. En fait, j'avais besoin de me dire, mais je comprends pas ce qui se passe en moi. Et j'ai commencé à l'écrire, en fait, sur un cahier. En me disant, je vais juste écrire un petit post, puis ça aidera peut-être d'autres personnes.
Et en fait, j'ai pas arrêté d'écrire pendant 4 jours. Et après, j'ai eu besoin de tout structurer, de comprendre, et ça m'a beaucoup aidée. Ça a été ma première thérapie, je pense. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas finalement de partager avec d'autres personnes. Alors, il y a moins de femmes en nombre qui vendent que d'hommes, mais il y a encore moins de femmes qui ont vendu que d'hommes qui ont vendu, qui viennent s'arrêter sur le podcast Cash Out. Par contre, celles qui écrivent sur le sujet, ce sont des femmes jusque-là. Donc, merci de venir partager. Est-ce que ça a été un questionnement de venir raconter, ou une fois que tu as décidé de sortir le livre, tu t'es dit en fait, parlons-en, c'est un vrai sujet et il faut que tout le monde puisse l'entendre? Non, une fois que j'ai décidé de sortir le livre, je me suis dit, il faut en parler, et si ça peut aider même une personne, en fait, pour moi, je me dis que ça aura été utile à quelqu'un, et donc très bien de pouvoir parler de ce sujet. Avant de rentrer dans le deal en lui-même, pourquoi ça peut aider? En fait, pourquoi il faut, en tant que dirigeant, avant de vendre sa boîte, a priori, idéalement, commencer à se faire une petite bibliographie, un petit apprentissage de tout ce par quoi tu peux être amené à passer? Parce qu'on n'est pas préparé, je pense, à cette phase. C'est un vrai chemin, l'exit, et qui commence en fait au moment où on se dit « Et tiens, et si je vendais ma société, ou si je partais ?» Et on est beaucoup accompagné en tant qu'entrepreneur. On peut lire plein de choses sur comment monter sa société, la scaler. Il y a beaucoup de documentation sur le sujet, mais sur la vente, c'était un sujet qui, il y a encore 10 ans, je pense, n'était pas du tout exactement abordé. Heureusement, il y a ton podcast et on en entend un peu plus parler par des entrepreneurs qui osent prendre la parole sur ce sujet. Mais c'est une période qui est difficile pour l'entrepreneur, sur lequel on se sent particulièrement seul. Et le fait d'en parler et d'avoir des éléments, je trouve que c'est ce qui nous aide à avancer aussi. Moi, ce qui va m'aider à avancer, c'est la musique que tu as choisie pour nous parler du jour J, celui du signing. Il y a vraiment un avant-après pour l'entrepreneur. Et donc, on part avec Queen, Don't Stop Me Now. Elle est magnifique, cette chanson. Très bon choix. Alors les auditeurs vont dire que je radote, mais c'est une des chansons qui, d'après une étude, donne le plus la pêche au monde. Rend les gens le plus heureux. Stop me now. Je veux que tu l'aies sur les manoirs. Donc tu entames cette journée où tu vas vendre la boîte que tu as créée de façon inarrêtable. On sent quand même dans cette période-là, on sent une énergie, on sent quand même quelque chose, et on se dit ça y est, une forme quand même d'aboutissement qui est là, et puis on se sent un peu, il y a un côté un peu invincible, quoi. Alors c'est pas toujours le cas, parfois jusqu'au jour J, jusque dans les bureaux, des fois c'est pas encore complètement réglé. À ce moment-là, tu sais que il y a plus de sujet, de débat, de négo. Alors il y a plus de sujet de négo, mais le jour où je signe, je sais même pas que ça va être ce jour-là, parce qu'en fait on s'est mis d'accord et on m'a dit tu vas recevoir un jour dans quelques temps la signature électronique. Donc en vrai je sais même pas que ça va être ce jour-là, mais je sais que ça va arriver en fait. Alors peut-être le pourquoi, et qui est intéressant d'expliquer quand même dès maintenant, c'est que tu vas vendre à un des actionnaires historiques de la boîte. Ouais. Tout à fait. J'ai revendu au cofondateur et puis à un actionnaire historique qui ont continué l'aventure. Et qui lui-même dirige un groupe qui réunit plusieurs entités. Tout à fait. Le groupe Rainbow Partners, il y avait, quand je suis partie, 9 entités. Je crois qu'ils en ont créé d'autres depuis. Tout à fait. Et donc, a priori, donc pas tout un protocole dans des bureaux d'avocats. Non, ça s'est réglé
plutôt entre nous. Forcément, il y a toujours quand même les avocats pour des aspects juridiques et puis parce que c'est quand même bien de se faire conseiller. Mais en fait, les discussions, on les menait directement ensemble. Et à aucun moment donné, vous aviez envisagé d'avoir une banque d'affaires ou quelqu'un pour vous aider dans les négociations ? Non, et à vrai dire, je voulais pas parce que pour moi, les avocats, en général, quand on commence même à les mettre dans la boucle ou même les banques d'affaires, j'ai l'impression que c'est là que les choses se tendent. Ah, c'est marrant. Il y a un côté, ils défendent les intérêts forcément de chacun et des fois, ils peuvent avoir des positions plus dures. Et le fait de garder le contact directement et d'échanger entre nous, ça nous a vraiment permis de préserver, je pense, ça et de préserver la relation qu'on avait. Donc je voulais surtout pas que quelqu'un se mette dans l'échange. C'est super intéressant et toujours pour avoir un peu de contradiction, en tout cas de la nuance dans toutes les histoires qui peuvent se passer. Parfois c'est quand même l'avocat ou le banquier d'affaires qui certes va monter au front pour justement que l'entrepreneur n'ait pas à le faire et arriver à préserver cette relation. Après, l'autre sujet peut-être de choisir ou pas d'être accompagné par une banque d'affaires, c'est que toi, tu voulais vendre à eux. Tu t'es pas dit, je vais faire le tour de la place pour choisir qui serait un repreneur potentiel. Oui, tout à fait. Alors, on l'avait vécu, en fait, cette période. On a été approché à des moments par d'autres sociétés et il y a eu un moment... On pourrait y revenir, ouais. Voilà, où on avait quand même vécu ce type d'accompagnement, donc on savait déjà un peu à quoi s'attendre. Et puis, effectivement, moi, j'étais dans une démarche où je voulais partir. Eux étaient dans ce moment-là dans une démarche où ils avaient envie de continuer. Et donc, assez rapidement, on s'est dit que de toute façon, ça allait être comme ça. C'est la suite logique. Ouais. Si on reste sur cette journée... donc tu t'attends pas à ça le matin en te réveillant parce Non. qu'un jour et tu ne sais pas quand un mail avec une signature électronique va arriver. Au moment où ça arrive dans ta boîte mail, t'es où, tu fais quoi et qu'est-ce qui se passe dans la tête? Je suis dans mon salon en train de regarder une série, je crois, avec mon conjoint. C'est tard le soir en fait. Et je vois le mail qui arrive et j'ai un moment de grande solitude. Là, tu vois l'objet, tu sais de quoi il s'agit. Ouais, je sais de quoi il s'agit. Et je pense que je deviens blanche pâle parce qu'il me regarde et me dit qu'est-ce qu'il y a. Je lui dis il y a le mail. Et vraiment, je pense que j'ai pris, je pense que c'est la signature la plus longue que j'ai mis. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est devant toi. Oui. Alors déjà, tu mets un temps à ouvrir ce mail. Je mets un temps à ouvrir. Je me dis, bon, est-ce que je relis? On a déjà dit 5 fois, on l'a déjà relu, c'est plus une question de signature, donc je reparcours, je me dis, ok, et je le referme. Grosse hésitation. Et je signe, je signe pas. Je vends ou je vends pas. Ouais, c'est la vraie fin ou c'est pas la vraie fin. Alors que je suis déjà sortie de la société. Ouais. Mais ouais, gros moment de solitude, et puis... C'est banal d'être dans son salon pour ça. Enfin, j'aurais aimé être avec eux aussi à ce moment-là. J'aurais aimé qu'on fasse quelque chose. Mais voilà, tout est effectivement dématérialisé. D'autres en ont parlé déjà, je pense, dans ton podcast. Ouais, mais d'ailleurs, certains ont décidé d'organiser et d'imposer à tout le monde de se revoir, même si c'était juste pour la forme. Ouais. Tu refermes. Tu dis que ça a été la signature la plus longue. Finalement, tu vas réouvrir ce mail, réouvrir ce document pour apposer la signature. Combien de temps après? Quelques minutes après, parce que en fait je vois que non mais je vois que en fait les autres ont déjà tout le monde a signé, il reste que toi. Il reste que moi, et je me dis bon, allez, fais-le, maintenant t'es au bout, donc j'attends, je sais pas, un quart d'heure, je le réouvre, je signe et je vais me coucher parce que je suis dans un état où j'ai besoin de m'isoler en fait. C'est quoi le sujet? C'est de te dire attends, j'ai pas fait tout ça pour finalement retarder une signature que tout le monde attend. C'est je me suis engagé à, donc j'y vais. C'est le doute. C'est le doute de mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Cette aventure, elle était magnifique. Mais c'est pas le doute qui te fait signer. À ce moment-là, tu doutes, mais ce qui fait apposer la signature, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est je m'étais engagé, je reviens sur la question, mais... y a le côté de va au bout. En fait, cette décision, je l'ai prise quand même avec pas mal de mois de réflexion. On peut toujours la remettre en cause, mais va au bout. Et puis, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vas bien trouver des solutions. Donc, je me suis dit, fais-toi confiance. C'était ton instinct, c'était ta volonté première. Va au bout de ce que tu voulais faire. Et oui, ça fait peur de sauter dans le vide, mais vas-y. Et donc, tu vas te coucher.
et je vais me coucher. Je suis pas sûr que tu t'endormes en 2 secondes. Non, je pense que j'ai une petite larme même, tu vois, dans mon lit pour un moment très... tu vois, je le ressens là, même au niveau du ventre. Tu vois, ça me reprend juste d'en parler, de me revoir dans un truc un peu triste. Parce que la tristesse derrière, c'est la fin d'une aventure, c'est les gens avec qui tu as créé des choses que tu vas plus revoir. Exactement. C'est tout ça en fait. C'est une équipe que j'affectionne énormément. C'est cette aventure avec le cofondateur que j'appelle en rigolant, mais mon deuxième mari, on a passé tellement de temps ensemble et on a vécu tellement de choses que c'était super. Et c'était tellement chouette. Et tu disais en rigolant, tu l'appelais mon deuxième mari. Ouais, tout à fait. Bah oui, on crée des liens entre associés qui sont très très forts. Ce qu'on peut peut-être dire sans rentrer dans le détail, c'est qu'à ce moment-là, l'autre sujet, c'est que tu n'as pas encore le projet d'après. Tu as pas mal d'entrepreneurs qui vendent, qui savent déjà où ils vont aller. Alors après, tu as ceux qui s'engagent sur 2-3 ans de burn-out ou de toute manière, il va falloir continuer l'aventure. Là, c'est plus ton cas, tu es sorti de la boîte. Mais en plus, tu n'as pas de projet. Quelle part dans ce moment de flottement, ça tient ce sujet de ne pas avoir le projet? Ça prend une grande part. Déjà, je n'arrivais pas à imaginer l'après tant que j'étais dans la structure. Pendant les 9 mois où je leur ai annoncé ma décision, j'ai accompagné. C'était impossible pour moi de me dire je pense à l'après. Je me disais je verrai ça après. J'ai besoin d'être là jusqu'au bout et d'être là avec les équipes. Et effectivement, quand on est dans cette phase un peu dans le brouillard, de se dire, au début on se dit c'est super, je vais profiter, je vais avoir du temps, je vais voyager un peu, Et assez rapidement, effectivement, il y a un petit vide qui s'installe, qui devient de plus en plus grand, et à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et donc la nuit a été courte ce jour-là? La nuit a été un peu courte, ouais. Souleymane Jean. Une question, parce qu'on a nous souvent chez les entrepreneurs des situations très différentes, notamment dans le niveau d'information qui est... du conjoint ou de la conjointe sur ce processus de cession. Donc le jour, par exemple, effectivement, où ton conjoint te voit toute pâle, est-ce qu'il avait tous les éléments, tu lui avais partagé en fait le projet de cession, même la dimension aussi patrimoniale, comment au niveau familial tu avais été accompagné là-dessus? Il m'a accompagné tout au long de mon aventure entrepreneuriale et particulièrement dans cette phase d'exit. Son aide, elle a été tellement précieuse. Franchement, c'est quelqu'un qui... On a tout partagé, il connaissait tout de la société, des éléments de valorisation, etc. Pour moi, c'est un vrai partenaire dans cette aventure, en fait. Elle n'aurait pas été possible s'il n'avait pas été là. J'ai quand même eu 3 enfants aussi pendant que... J'ai créé ma boîte en même temps que mon premier enfant et j'en ai eu 2 autres successivement, donc il était forcément très impliqué. Tu évoquais la projection patrimoniale, justement dans cette phase de je signe pas. Je ne sais pas si en amont, en couple, alors peut-être pas avec les enfants, ils étaient relativement jeunes, quoique parfois tu as des enfants qui disent papa, maman, vend pas la boîte, c'est un peu la nôtre, mais avec ton conjoint ou ton mari, est-ce que vous étiez aussi projeté, c'est-à-dire vendre, ça veut dire des rentrées financières et donc se mettre à l'abri, peut-être envisager d'autres projets, et que ça joue aussi au moment de se dire bon, je doute, j'y vais, je signe pas, je vends pas. Bon, mais quand même, on s'est projeté, donc c'était une sorte de locomotive qui t'embarque aussi avec cette dimension-là. Pas du tout. En fait, il me disait fais ce que tu veux, en fait. Il n'a jamais attendu après ça. On n'a pas modifié nos projets vraiment de mode de vie après avoir vendu. Donc en fait, il était confiant. Il me dit mais si tu veux rester, reste. Si tu as envie de vendre, super. Donc j'ai pas eu du tout cette pression. Ça rajoute pas une dimension. Non. Et la pression plus personnelle, tu te l'es mise par rapport à ça? Sur la vente, y a toujours la question de se dire tant qu'on n'a pas vendu... Cette somme, elle est fictive et puis on n'est pas à l'abri d'un retournement de marché et on l'a vu d'ailleurs après coup que le marché a été quand même assez compliqué. Donc il y avait quand même cette volonté quand même de sécuriser un peu quand même ma famille. Ça a été un élément qui a pu rentrer quand même dans la décision, mais c'était pas l'élément premier. L'élément premier,
tu as décidé d'y aller, de monter sa boîte, parce qu'on ne voit pas une boîte sans la créer. Alors si on revient aux prémices de l'aventure, allons voir de quoi on parle. Oui. Cette transition. Parfaite. Feu Chatterton, allons voir. Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve, ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Alors de rien, de toute façon, on en parlait avant, il faut être un peu fou parfois pour y aller. Oui, l'entrepreneuriat, faut oser se lancer, hein, clairement. Il n'y a pas beaucoup de filets quand même derrière. Donc tu pars dans ce projet. Qu'est-ce qui t'amène à le créer? C'est quoi ce que tu observes sur le marché? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une envie profonde que tu as toujours eu à un moment d'être à ton compte? Non, alors pas du tout. Je pense que, je le dis aujourd'hui en rigolant, je suis un peu une entrepreneur refoulée, c'est-à-dire que plus jeune, on m'aurait dit tu veux entreprendre, j'aurais dit non, jamais de la vie, mais en fait je pense que si, c'était déjà très présent. Ce qui me pousse à ce moment-là, écoute, à vrai dire, c'est un peu une opportunité. Je suis enceinte de mon premier enfant, je l'annonce à mon dirigeant et je lui dis écoute, en revenant, j'ai fait un peu le tour là, du poste, j'aimerais bien essayer autre chose. Et il me dit 3 possibilités. On peut créer une structure, un bureau à New York. Il y a la Belgique qui est déjà créée, mais qui est un peu en difficulté, si tu as envie. Ou pourquoi on ne monterait pas une autre société sur un tout autre secteur d'activité que celui sur lequel on est, qui nous permettrait, moi, de me diversifier, et puis on pourra peut-être trouver des synergies. Et je me dis, pourquoi pas. Donc il me dit, pars en congé maternité. Dis-moi rapidement quand même laquelle des 3 tu préfères. Et puis, du coup, moi, j'ai organisé mon départ en congé maternité en sachant que je ne reviendrai pas sur le même poste. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas finalement créer un cabinet de conseil pour les compagnies d'assurance. Ouais. Tu le fais un peu rapide, mais cette phase exploratoire, tu as différentes options, donc 2 que tu as mis de côté. Tu décides de créer une boîte, autre secteur, peut-être des synergies possibles. Tu vas quoi? Tu vas screener le marché, tu vas chercher une idée ailleurs, tu regardes ton environnement et tu dis qu'est-ce qui manque. Je regarde ce qui se fait sur le marché, effectivement. Au départ, je dois la créer toute seule. C'est ce qu'on s'était dit. Et donc, je regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché. Assez rapidement, il me dit, tiens, j'ai croisé quelqu'un, ce serait intéressant que vous échangez. Peut-être que vous seriez complémentaires. Et en fait, ça a bien matché. On a tout de suite eu un bon feeling. Et je me suis dit, finalement, peut-être de le créer à 2, ce sera peut-être pas mal. Et le 2, c'est l'associé dont tu parlais tout à l'heure. Et le 2, c'est l'associé dont je parlais. Et celui qui t'invite à monter ta boîte? C'était mon dirigeant. Mais c'est pas l'actionnaire qui, in fine, te rachètera. Si, en fait, c'est les 2 qui vont me racheter. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est une longue aventure. Hein. Ce dirigeant-là, c'était mon premier employeur, quasiment. Après, on s'est perdu de vue, puis je suis revenue travailler avec lui, j'étais salariée, puis à un moment donné, il m'a dit, on monte une société ensemble. C'est une histoire de... sur la durée. De 20 ans. Ouais, c'est les mêmes gens. Et sur la partie création de boîte financière, est-ce que vous aviez un deal où ton actionnaire t'aidait en compte courant au démarrage, ou t'es vraiment parti, entre guillemets, ex nihilo avec tes économies pour lancer cette structure?
Non, on a mis un petit peu d'argent dans la société, mais pas tant que ça finalement. Au départ, ça a été assez raisonnable. Lui avait déjà une société, donc le deal, c'était effectivement, il prend des parts, il n'est pas acteur dans la création de la structure et c'est à nous de faire le job. Par contre, on peut bénéficier des locaux et on peut bénéficier de quelques centres de services, tu vois, si on a besoin côté RH, côté facturation, on utilise un petit peu ce qui existe déjà. Et cette boîte de conseil, si les chiffres que j'ai sont bons, vous l'avez montée à 140 collaborateurs et un peu plus de 22 millions de chiffre d'affaires. C'est ça. Costaud dans le conseil. Écoute... Juste sur l'assurance. Juste sur l'assurance, oui. Ouais. Et que en croissance interne, effectivement. On avait pour projet, quand on l'a monté, de se dire on sera 50 à 5 ans. Et la première année, on était 28. Et puis après, ça a été crescendo chaque année. Et ça a été une super aventure. Combien d'années? J'ai pas donné la date de 8 lancement. ans. 8 2015 ans. Et je suis partie en 2023. Ok. C'est quoi les moments clés? Et puis peut-être, j'aime bien quand on est dans Cash Out et comme les entrepreneurs sont sortis, parfois ils peuvent nous partager des anecdotes sur ce parcours de boîte qu'ils peuvent pas partager quand ils sont à la tête de l'entreprise. Je sais pas si tu as des anecdotes comme ça qui te reviennent de... Écoute, c'est une anecdote qui est banale, mais je me vois aller chez des clients. On était dans le 8e à Paris et je me vois aller chez des clients, faire des rendez-vous de prospection avec mon associé et y aller. On avait pris les vélos là à l'époque et à se dire, enfin vraiment, c'est une aventure qu'on a particulièrement aimée, dans laquelle on a pris du plaisir en fait. Et de se dire, on travaille dur, mais on passe des moments qui sont super. Inversement, et on en parlait aussi avant de lancer les caméras tout à l'heure, nous on aime bien montrer que même si tu as réussi, même si tu as vendu ta boîte, même si ta boîte fait des dizaines, centaines de millions de chiffres d'affaires, rentables, etc., ça se fait pas en un claquement de doigts et qu'il y a des moments parfois qui sont douloureux. Je sais pas si des claques comme ça, t'en as vécu et si tu peux en partager. Clairement, oui, il y a plusieurs. Un qui a été particulièrement fort, c'est le Covid. Le Covid, dans notre secteur d'activité, dans le conseil, les clients, quand il faut revoir les budgets à la baisse, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vous appellent et ils disent alors tous les consultants qu'on a, en fait, on peut pas les garder. Et puis vous avez beau avoir un contrat, ça reste des très grands comptes. On travaillait avec du CAC 40. On peut pas dire oui. On peut pas dire on peut pas vraiment dire non parce que ça met en danger la relation long terme avec le client. Donc des nuits d'insomnie pendant le Covid, je pense que c'est une des choses qui m'a vraiment aussi fait peur à ce moment-là et qui m'a fait dire fragile. C'est fragile quand même ce métier. T'as beau faire 140 collaborateurs, 22 millions de chiffre d'affaires, c'est toujours fragile. C'est fragile et puis de rassurer. Enfin, pour moi, la dimension humaine de cette aventure, elle est très très forte. Il y a quelque chose de l'engagement que je prenais vis-à-vis des salariés, des gens qu'on embauche, qui ont des familles. Et je ne pouvais pas dire aux gens, en fait, demain, on ne vous payera pas et puis vous n'avez plus d'emploi. Donc, j'ai vécu quelques sueurs froides. On rappelle jamais à quel point, quand même, tu as une charge sur les épaules. Charge mentale qui est extrême. Le même genre. Oui, c'est toi d'ailleurs tous les mois qui fais le paiement des salaires, donc c'est une sacrée responsabilité. Comment vous en êtes sorti d'ailleurs? Est-ce que tu as dû faire du downsizing? Est-ce que vous avez enjambé la vague? Non, on a réussi à passer le cap. On avait de très bonnes relations avec beaucoup de nos clients qui, heureusement, dans l'assurance, il y a aussi un côté humain. On quand même essayé d'aider à repartir assez rapidement. On tenu des engagements, on payait quand même les factures dans les temps. Et ça nous a particulièrement aidés. Et puis finalement, après cette période, il y a eu une phase d'appel d'air plutôt, qui nous a permis aussi de rapidement bien tout relancer. Une période sous pression, comme la phase de négo. T'as vu la transition? Under pressure. Queen and David Bowie. Pour nous parler de toute cette phase de discussion, de deal. On pourra peut-être reparler aussi des opportunités que vous avez eues et que vous n'avez pas donné suite.
d'un côté ou de l'autre. Donc cette phase où tu vas décider de vendre, pour la résumer, c'est évidemment pas anodin, tu parlais tout à l'heure de la pression jusqu'à la signature, toute cette phase c'est un chamboulement. Oui, c'est une phase qui est très, très complexe, que l'on vende à ses associés ou qu'on vende en externe. Finalement, c'est des périodes de tension, malgré tout extrêmes, parce que chacun a une position. En plus, on met beaucoup d'affect aussi dans ce qu'on a créé. Donc, je pense que on se dit la société elle vaut plus, il faut qu'on c'est un moyen d'avoir le retour. Ou elle vaut moins si tu dois racheter. Ou elle vaut moins si tu dois racheter. Mais il y a un côté un peu irrationnel des fois aussi dans le prix qu'on veut mettre, parce qu'on y a mis tout notre investissement et donc ça crée des petites tensions quand même dans ces périodes de discussion. Qui va déterminer le prix justement? C'est intéressant quand tu passes pas par des cabinets externes, de la détermination du prix. Comme je le disais tout à l'heure, comme on avait été approché à un moment donné, on avait vu déjà comment ils construisaient un peu leur prix. Et donc, c'est quand même des choses qui sont... Formules mathématiques étaient restées sur les mêmes... Ouais, voilà. L'idée, c'est d'appliquer des formules, d'essayer plusieurs moyens, et puis on arrive à quelque chose d'à peu près qui, en général, s'affine. Dans le conseil, c'est plutôt des multiples d'EBITDA, des multiples de chiffre d'affaires C'est plutôt des multiples d'EBIT, ouais. Tu évoquais, et je veux bien qu'on revienne là-dessus maintenant, puis on parlera de cette session plus spécifiquement après, mais ces opportunités qui vous ont été faites, vous avez été approchés, comment ça s'est traduit? C'était un mail, un appel, une banque d'affaires qui vous contacte? On est dans des secteurs où il y a quand même des regroupements, beaucoup de ventes et des grands acteurs qui cherchent à se consolider. Donc, on a forcément été approché à plusieurs reprises. Et il y a eu une période où s'est posé la question, effectivement, de saisir une opportunité. Quelle typologie de repreneurs? Conseils? Des industriels du secteur, ouais, qui voulaient se renforcer sur le segment. Dans le conseil déjà sur l'assurance ou non, qui justement cherchait à pousser... Qui voulaient compléter souvent une offre, ou alors qui avait un petit début d'offre dans ce domaine, mais qui voulaient se renforcer. Donc on a été approchés, et puis finalement, c'était pas le bon momentum. Va pas trop vite, je veux bien qu'on reste sur ce moment-là, parce que c'est là où il a la petite... étincelle ou te dit la petite graine commence à être semée sur la sortie, l'exit est une option. Avant d'expliquer peut-être pourquoi vous n'avez pas poursuivi, c'est quoi les discussions justement entre associés sur l'opportunité de vendre? Est-ce que tout le monde est déjà aligné? Non, justement, on n'était pas tous alignés à ce moment-là, et c'est pour ça que finalement on n'y est pas allé. Il y avait des clauses aussi dans le pacte qui faisaient qu'il fallait quand même qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient d'accord, et donc c'était pas le bon moment. Ça, c'est plutôt une bonne chose d'arriver à trouver le bon équilibre pour on y va pas. Oui, c'est vrai. Alors, je suis contente finalement avec le recul de me dire ça a vraiment prolongé l'aventure, et c'était chouette de vivre ce qu'il y avait après. Après, je pense que l'industriel, il avait tellement cette envie à ce moment-là peut-être de nous racheter, que la valorisation était quand même supérieure au final. Que le projet final. Ouais. Et il n'y avait pas de clause qui oblige, par exemple, à vendre ses actions à ceux qui veulent rester, et inversement à les racheter?
Si, mais pour le coup, il y avait quand même le majoritaire et puis il y avait entre-temps donc une constitution d'un groupe, donc c'était pas vraiment faisable à ce moment-là. En tout cas, la graine va être posée. Et va arriver ce moment où je veux partir. Oui. Tu peux nous parler de ce qui va initier cette décision? Est-ce que tu voulais partir en vendant? Alors, ce qui initie la décision, on est dans une période où j'ai toujours Géasigma, mais entre-temps, donc ce que je disais, c'est qu'il y a eu d'autres entités qui se sont créées avec un des associés qui est pas actif dans la Sigma et un groupe qui s'est constitué. Et c'est une période où, au-delà de ma fonction chez Asigma, je suis aussi directrice générale adjointe de ce groupe. Il est prévu en fait qu'on fasse une opération pour que je remonte au niveau du capital du groupe avec des conditions qui sont assez avantageuses. Donc je suis plutôt dans une période finalement de projection, de me dire je continue l'aventure. Et pour tout te dire, il y a eu 2 événements en fait à 1 mois d'intervalle successifs avec mes associés qui m'ont un peu questionné et qui m'ont dit mais oula, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour continuer ? Et c'est ça qui a planté la petite graine, de me dire réfléchis bien parce que là tu vas signer pour remonter au niveau du groupe, tu te réengages sur un projet, etc. C'est pas pour leur annoncer dans 6 mois que tu t'en vas. Ouais. Donc, si j'y vais vraiment. Si j'y vais vraiment. Et donc ça a accentué finalement et accéléré ma réflexion. Donc en fait le sujet c'était vraiment cette notion de prolonger et en fait mine de rien marqué dans le marbre que tu réembarques pour un temps donné qui t'a... Notre relation, elle était particulièrement bonne et je me voyais pas signer si j'étais pas certaine en fait. Je pense que ça aurait vraiment cassé quelque chose et donc j'ai préféré leur en parler en toute transparence en disant j'ai un doute. C'est pas simple comme discussion, même si tu te connais par cœur, même si tu t'entends parfaitement. C'est un moment où tu vas un peu comme dans un groupe de rock dire potentiellement je pars en solo ou en tout cas je pars. Ou comme dans un couple, quand tu dis est-ce que c'est pas temps de se séparer, j'y réfléchis en tout cas. Ça a été compliqué, ça a été très très dur comme discussion. Tu l'as préparée cette discussion ? Oui, c'est clé en fait, parce que en fait, on peut prendre personnellement les choses en fait. Quand on dit ça, c'est elle part, ok, il y a le projet, mais il y a aussi vis-à-vis de moi. Elle me reproche des choses finalement quelque part. Donc oui, je l'avais préparée. Ça a été très, très... Je pense que c'est quelque chose qui nous a aidés justement à la passer pour que, en fait, on exprime les choses assez simplement. Beaucoup de techniques de communication non violente, des choses qui aident à faire et à dire des choses difficiles, en fait. Parce qu'on se dit des choses dures à ce moment-là. Oui, mais on sait qu'il y a plein de boîtes qui plantent parce que des litiges entre associés, mais même au moment de se vendre les parts, on arrive sur des discussions qui peuvent être... qui sont complexes. Et qui se prépare. Jean Galinim. Souleymane Jean. Attends, je vais la refaire. Souleymane Jean. Qu'est-ce qui aurait pu faire évoluer en fait tes réflexions à ce moment-là, de finalement te projeter sur cette nouvelle aventure et de te positionner plutôt sur le long terme et de remonter au niveau du groupe? Est-ce que quels auraient été en fait les facteurs qui auraient pu faire changer ta décision? En fait, l'associé majoritaire a pris 2 décisions de manière un petit peu solitaire dans un moment où on était en train de se dire on va construire la suite de l'immeuble ensemble. Et ça, pour moi, je me suis dit, mais en fait, comme j'avais été pendant longtemps sa salariée, est-ce qu'il me voit vraiment comme son binôme ? Est-ce qu'on est d'égal à égal ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui se joue et finalement où on va me faire porter un projet qui sera plus vraiment le mien ? Donc, il y a eu ça. Tu peux partager la nature de la décision ? Oui, il y avait un questionnement de faire rentrer un fonds d'investissement. On allait préparer... à ce moment-là, un séminaire avec tous les associés de toutes les entités. Donc, on organise tout. Et puis, la veille, il me dit « je vais parler de ça aussi ». Sauf qu'on n'en avait jamais parlé ensemble, en fait. Et donc là, je me suis dit « Waouh, c'est quand même une décision, majeure ».
Et puis, il y a eu un recrutement aussi d'une personne qui est arrivée dans le groupe à un poste assez élevé pour être aussi... elle devait être directrice du développement. Et en fait, finalement, le titre qu'elle avait, c'était directrice générale adjointe, qui était aussi le titre que j'avais. Et du coup, je ne comprenais pas trop, en fait. Donc, ça m'a un peu questionnée. Et je lui en ai parlé. Et je pense que ce qui aurait pu me faire rester à ce moment-là, c'est si j'avais senti qu'il comprenait. En se disant « Ah ouais, j'ai fait une erreur. En fait, je pense que je vais trop vite. J'ai géré le groupe tout seul. » Jusqu'ici, voilà. Mais maintenant, on a un projet... ouais. Exactement. Mais en fait, non, la question, ça a été de dire plutôt « Non, mais là, c'est des questions d'ego. » Peut-être qu'il y avait de ça, tu vois. Mais il n'a pas compris en quoi, je pense, ça avait été blessant pour moi. Et voilà. Et donc ça a semé le doute. Et après, la graine a grandi, en fait. Et alors, à ce moment-là, il va falloir donc commencer à discuter de la sortie. Comment vous opérez ça ? L'idée, c'est de se dire, moi tout de suite, je lui ai dit, je partirai, mais je partirai pas dans une période qui est compliquée pour la société et on va mettre en place les choses. Donc, il n'y avait pas au début, quand on s'est mis d'accord, il n'y avait pas vraiment de date exacte finale. On était en 2023, qui était quand même une année assez difficile dans notre secteur d'activité. Et l'idée, ça a été de se dire, vous inquiétez pas, je vais rester le temps qu'il faut pour que les équipes, qu'on ait le temps de préparer, d'organiser les choses. Et je crois qu'ils ont aussi apprécié, même si à un moment donné, il m'a dit, bon, il faudra quand même qu'on mette une date, parce que c'est pas sain de rester dans cet entre-deux. Ah, c'est bien, c'est venu de lui pour le coup de... Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc j'ai d'abord lâché ma fonction de directrice générale adjointe du groupe pour me concentrer que sur Asigma. Et puis on a fait les choses progressivement. Donc ça, c'était juste avant l'été. Il y avait quand même cette idée de à quel moment est-ce qu'on en parle aux équipes. Parce qu'on ne savait pas si j'allais rester 6 mois, 1 an, est-ce qu'il faut en parler tout de suite, pas tout de suite. Et moi, j'étais quand même assez convaincue que plus on prépare les gens tôt au départ... Plus c'est facile. Plus c'est facile, ouais. Je suis plutôt dans cette team croyance que c'est bien d'être transparent avec les personnes et de leur dire. Et du coup, on a profité d'un séminaire à la rentrée en septembre pour l'annoncer. Mais ce qui va se passer à ce séminaire, tu t'y attendais pas? Non, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Ça fait partie des plus beaux moments, je pense, de ma carrière. Donc, on réunit tout le monde. Alors, pas toute la société, parce qu'on était donc 140, mais voilà, toutes les personnes qui portent la structure pour leur annoncer. C'est plutôt des séminaires qu'on faisait chaque année. Donc, les gens s'attendent à un moment plutôt festif, heureux, de travail collaboratif. Ils ne s'attendent pas à ce que tu leur annonces que tu vas partir. Non, ils ne s'attendent pas à ce que je leur annonce que je vais partir. Et je commence par ça. On arrive, on est dans le sud-ouest de la France. Et donc, on est face à la mer. Et donc, je commence par leur dire que j'ai quelque chose de difficile à leur annoncer. Et là, je sens que tout se serre au niveau de la gorge, du ventre. Je me dis, non, il faut que tu retiennes tes émotions. Parce qu'il faut que tu sois là pour l'équipe. Et je commence à leur expliquer et je vois des visages qui se décomposent littéralement devant moi. Donc c'est très compliqué. Je vois un collaborateur qui prend ses mains comme ça, qui se referme complètement sur lui. Donc beaucoup d'émotions. Et je vois même une personne qui était un peu un électron libre dans la société, qui à ce moment-là, c'est la première qui prend la parole et qui dit mais Delphine, c'est pas possible que tu t'en ailles. T'es un des piliers de la société. Vous êtes les 2 piliers en fait. Tu peux pas partir. Voilà, donc un moment très Alors fort. À la fois, ça fait plaisir parce que tu te sens importante, que la valeur que tu as créée, la place que tu as dans la boîte est clé. Et en même temps, toi, tu veux partir et tu n'as pas envie, tu as envie de les préparer, mais dans le bon sens. C'est pas simple non plus. Non, j'essaie de les rassurer, de leur dire mais vous inquiétez pas, regardez tout ce qu'on a mis en place, vous pouvez continuer, ça peut être de belles opportunités pour vous aussi. Et puis d'ailleurs, on ne vend pas à quelqu'un d'externe, donc il y a toujours une personne qui est là, c'est quand même une continuité. Mais ils nous voyaient un peu comme papa-maman en fait, je pense, dans la structure. Donc on prend une très forte relation, une proximité avec tous les membres de ton Comex. C'est la posture que tu avais vis-à-vis d'eux.
C'est quand je te dis, j'étais un peu la maman de la société, je pense qu'il y avait un peu de ça. Ils me voyaient comme quelqu'un qui les a aidés. C'était beaucoup des structures. Il y avait 2 types de populations, des très jeunes qu'on a fait grandir et puis des consultants très sachants, très experts qui nous ont aidés à structurer le cabinet. Donc j'avais quand même 2 types de populations. Ouais. Ton associé, lui, il dit quoi? Il te dit quoi à toi aussi dans cette phase-là? Et il me dit pars pas. Il me dit pars pas, regarde, on a encore plein de choses à faire. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, entre le jour où je lui ai dit que je réfléchissais à partir et en fait quand je leur annonce, je crois que je prends cette décision, je crois qu'en fait ils y croient pas. Ils se disent mais c'est pas possible, on est en train de dire qu'on va remonter au niveau du groupe. Et jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, il y a eu cette tentative de dire on va tout faire pour que tu restes. Non mais c'est un grand mot, mais il y a un peu de chantage affectif. Alors oui, c'est comme ça que quand j'en ai parlé à quelqu'un, on me l'a dit, oui, c'était une forme de chantage affectif qui est à la fois hyper valorisant et qui m'a fait... En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, je pense que de ce que j'avais vraiment construit. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé de me dire, ok, en fait, c'est pas que toi qui te dis que c'est une belle aventure. Les gens me renvoyaient enfin cette image-là et c'est hyper nourrissant et gratifiant et en même temps, c'est un vrai crève-cœur de voir les gens dans ce type de difficultés. Il va y avoir l'épisode Mbappé. Il va y avoir l'épisode Mbappé, donc on repart du séminaire après on a quand même fait la fête, une grosse soirée, on a pleuré, on a vécu des moments très sympas. Et puis ils repartent à Paris. Moi à ce moment-là, je m'étais déjà installée à Lyon, donc je prends un autre train. Et en fait, je reçois une photo quand je suis dans le train. Et en fait, ils m'ont envoyé, c'était la période où Mbappé renouvelait pour 1 an son contrat au Paris Saint-Germain. Et j'avais quelques fans de foot dans les équipes. Et donc, ils ont pris la photo de Mbappé qui est en train de signer et de renouveler son contrat avec le PSG. Et ils ont mis ma tête et celui donc, de mon associé, de Younes. Et ils me l'envoient. Et j'ai explosé de rire en voyant la photo. Mais je me suis dit, waouh, est-ce que tu fais pas une bêtise de partir? Oui, en vrai, ça a presque marché. En tout cas, jusqu'au bout, tu le disais, j'ai hésité. Mais même après, parce qu'en fait, quand je suis sortie, donc du coup, j'ai pas vendu tout de suite mes parts. On s'était pas accordé sur la vente. Donc j'ai dit pas de souci. Je pars. Et d'ailleurs, là, c'est assez intéressant. Tu t'es pas dit, je sécurise ma négociation avant de partir? Non, en fait, il n'y avait pas d'accord, en fait. C'était vraiment... et pour moi, je me suis dit, il faut que je parte. Donc, je reste, tant pis, je reste associée dormante. C'était prévu dans le pacte. C'est une possibilité. Et inconsciemment... Tu n'avais pas de sujet de bad liver si tu quittais la société? Non, j'en avais plus. Je n'en avais plus. Il y en avait les 5 premières années. Dans les clauses sur une durée déterminée. Oui. Mais là, il n'y en avait plus, donc c'était possible. C'est toujours le cas, ça. Ouais. Mais du coup, c'est inconsciemment, c'est aussi une forme de marchandage. C'est-à-dire que je pars, mais je suis encore un peu là. Donc finalement, les équipes, je peux quand même les voir. Je reste actionnaire. Si vous avez besoin de moi, je serai quand même un peu là. Vous inquiétez pas. Donc il y a toujours des mails, il y a toujours des appels et tu es encore sollicité. Ouais, je suis encore sollicitée. Et puis, je leur disais au début, les premiers mois, je leur disais, mais n'hésitez pas, contactez-moi. Et c'est vraiment... Alors, je me permets, mais c'était peut-être pas que pour eux. Mais il y a peut-être c'était aussi pour moi aussi. toi. Mais bien sûr. Alors, tu fais très bien de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis convaincue que c'était aussi pour moi. Ça m'a rassurée de me dire, OK, c'est encore un peu là. Et d'ailleurs, mes associés me disaient, si tu veux revenir, tu peux revenir. Donc, il y avait un côté, OK, j'ai pris le risque, je suis partie, mais bon, si vraiment je veux revenir, je peux revenir. Mais à un moment, 4 mois après, pendant les 4 mois qui vont suivre ton départ, va quand même se poser un moment la question de mettre la partie equity sur la table. En fait, c'est eux qui reviennent vers moi. Finalement, après 4 mois, à me dire... Bon, écoute, en fait, je pense que finalement, ce serait mieux qu'on trouve quand même un accord. Parce que être associé dormant,
c'est pas non plus hyper confortable pour eux parce que Puis ils vont créer de la valeur. Ils vont créer de la bien valeur sûr. et qu'ils n'ont pas envie que je bénéficie de la valeur qu'ils continuent de créer, Ce qui est normal. ce que je comprends. Et donc, en fait, ils sont revenus et puis finalement, ça s'est débouclé assez vite après. Une fois qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un accord, on a trouvé une solution. Il n'y a aucun moment quand même de tension sur des sujets de la négo. On parlait de la valorisation. Des fois, il y a d'autres sujets. Alors là, bon, toi, tu n'as plus les sujets de earn-out, de rester tant de temps. Il y a quand même ce crédit vendeur qui va être mis sur. Il peut y avoir sur la garantie actif-passif. Ouais, non, ça avait pas vraiment de sens parce qu'en fait, la société, il la connaissait très bien. Donc, c'était pas trop ça qui se jouait. C'est plus vraiment, encore une fois, le montant qu'on met derrière et ce qu'on estime valoir chacun. Eux, ils sont dans une période à ce moment-là où le marché est plutôt comme ça et est très difficile de projeter. Donc voilà, et moi je suis dans une période où je dis, oui, mais regardez, la société, si on applique stricto sensu ce qui se passe sur le marché, elle peut être valorisée comme ça. Qu'est-ce qui va débloquer ce sujet de la valo ? Écoute, je pense qu'il faut que je remercie un de mes associés, celui qui gérait la société avec moi, qui a tout fait pour que je puisse finalement sortir. C'est lui qui a, je pense, fait le travail avec l'actionnaire principal pour dire, écoute, c'est quelqu'un que tu connais depuis des années, elle a fait beaucoup pour nous, pour le groupe. Il y avait ce sujet aussi départ que finalement, quand je leur ai dit que je voulais partir, on n'a pas appliqué ce qu'on s'était dit. Donc voilà, je perdais aussi cette partie. Ouais. Et donc voilà, je pense qu'il a pas mal œuvré en coulisses pour moi. Et va arriver, on en parlait tout à l'heure, je le disais en intro parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé dans Cash Out, ce sujet du crédit vendeur. Oui, c'est une des solutions qu'on trouve de se dire... finalement, on peut trouver un accord sur le montant. Par contre, il faut que tu nous laisses du temps pour te régler à ce moment-là ce qu'on te doit. Parce qu'ils n'ont évidemment pas tout le cash Non. à sortir. Qui pourra avoir l'option de lever de la dette pour cette acquisition, mais qu'arrive l'option du crédit vendeur. Ouais, c'est une bonne option au final. Et je veux bien que tu expliques parce que moi je connais parce que pas nous on très voit bien. plutôt des opérations avec un partenaire financier qui vient aider les managers à s'endetter, à endetter une holding pour pouvoir acheter les parts de l'actionnaire partant. Mais... Écoute, dans le groupe, l'associé majoritaire a toujours réussi à financer par lui-même ses sujets. Donc je pense qu'il n'avait pas, finalement, il n'avait pas été au bout de l'option du fonds. C'était pas une option qu'il avait voulu retenir à ce moment-là. Il avait déjà fait des acquisitions avec le même principe de crédit vendeur ? Non. Non. Pas à ma connaissance. Il avait fait une fois une acquisition, mais je saurais pas te dire. C'était avant que je sois dans les hautes strates, donc je sais pas comment ça s'était fait. Et qui amène le sujet du crédit vendeur ? C'est lui. C'est lui qui me dit, écoute... on a confiance, laisse-moi le temps de te régler ce que je te dois, on étale sur quelques années. Et donc, ce qui va se passer sur le montage, c'est quoi ? C'est 50-50 ? C'est Non, c'était de se dire une partie tout de suite, une partie dans 1 an, une partie dans 2 ans. un tiers. À peu près, ouais, c'était ça dans les grandes lignes. Ok. Bon, après, tu as confiance, tu connais... Je le connais, j'ai confiance, mais il y a quand même toujours une petite question de se dire c'est quand même un petit risque, un crédit vendeur, parce qu'on ne sait pas si d'aventure il se passe un gros problème. Ils n'ont pas les moyens de rembourser, c'est comme après, on est d'accord. Et tu n'avais pas de garantie d'ailleurs sur leur patrimoine ou sur... Non, j'ai pas pris d'autres garanties. Vraiment, j'ai tout misé sur la confiance qu'on avait dans notre relation. Et c'est comme un prêt, c'est tous les mois ou c'est à échéance avec une date fixe où il y a la somme qui doit tomber? Alors, on définit les dates à l'avance. Donc, ils ont une période dans laquelle ils peuvent effectuer le versement. C'est comme un prêt, sauf que là, en l'occurrence, moi, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, c'est vraiment une avance comme un peu une avance de trésorerie que j'ai fait à la société. Ok. Le financier que je suis se dit qu'il n'y avait pas d'intérêt, mais donc il y a eu finalement un manque d'opportunité pour toi d'un point de vue patrimonial, c'est-à-dire que tu aurais pu faire fructifier cet argent. Tout à fait. Mais est-ce que ça a joué un peu sur la négo de la valo d'ailleurs? Pas tant que ça. Je pense que c'est ça qui a permis d'aboutir quand même à la vente. Moi, j'étais reconnaissant finalement qu'on trouve aussi une solution et c'était une manière à moi de faire aussi, je pense, un geste.
Donc voilà. Question con, et je vais peut-être m'adresser à toi, Souleymane Jean. Tu es l'expert autour de la table, mais fiscalement, quand tu vends comme ça en plusieurs tranches, tu as quand même vendu au départ. Tu dois payer l'impôt sur l'ensemble du montant, y compris ce que tu n'as pas touché. Alors, concrètement, l'administration fiscale considère que tu as vendu. Ouais. Peu importe effectivement l'accord que tu as avec des associés sur le crédit vendeur, donc oui, tu vas être imposé sur la plus-value de cession de cette cession, peu importe la durée ou les conditions du crédit vendeur. Après, tout dépend de comment, naturellement, tu détenais ces parts, puisqu'il y a plein de schémas de détention de parts qui peuvent d'ailleurs être ajustés avant les sessions. Nous, on aime bien faire ce qu'on appelle des audits pré-session nos entrepreneurs pour essayer d'éviter que 3 semaines avant le closing, l'entrepreneur se réveille en disant en fait, on m'a parlé d'une martingale, j'ai envie de tout changer. Donc, des fois, c'est trop tard. Et des fois, c'est trop tard et ça peut vraiment tendre les discussions. Donc, tu as plein de schémas. Le premier, c'est tu as des entrepreneurs qui détiennent leurs actions en direct. Personnellement. Tu as des entrepreneurs qui ont eu la chance, ils avaient en l'occurrence moins de 25% du capital de la société, de pouvoir en fait les loger dans un PEA, un plan épargne entreprise. Et l'avantage, c'est qu'au sein d'un PEA, plan épargne action, bien entendu, pardon, lapsus, puisque tu as le PEA, plan épargne action, et tu as le plan épargne action entreprise. En l'occurrence, tu as une exonération de l'imposition sur les plus-values après de 5 ans de détention, et tu vas juste payer les prélèvements sociaux. Et d'ailleurs, en réalité, nous on le fait souvent avec nos investisseurs, il ne faut pas oublier que le PEA, c'est l'enveloppe fiscale la plus intéressante. En termes de fiscalité, c'est même plus intéressant que l'assurance vie ou d'autres enveloppes. Et donc, un entrepreneur qui a moins de 25% du capital peut et aurait pu loger en fait les parts de sa société dans le PEA. Okay. La seule chose qui a changé par contre en 2025, c'est que tout ce qui est bon de souscription, tu n'y as plus accès au sein d'un PEA. Et après, tu as les autres schémas aussi de détention via la holding qui notamment peuvent apporter des intérêts, c'est-à-dire que certains entrepreneurs qui détiennent leurs actions en direct, avant la cession, peuvent faire ce qu'on appelle un apport cession. Ils vont apporter les titres qu'ils détiennent en direct au sein d'une holding et ils vont se retrouver en report d'imposition. C'est ce qu'on appelle l'apport cession. Ça peut être intéressant dans certains cas. Grande vigilance, c'est que tu perds un peu de la liberté. Le cash, 150-0 BTR, exactement. C'est plus toi en fait qui a le cash, c'est la holding. Et en plus, tu es obligé de réinvestir 80% du produit de cession dans des solutions éligibles aux 150 BTR. Et tout n'est pas éligible. Avant, c'était 60%. C'est passé à 80% en 2026. Ils ont augmenté la durée. Avant, tu n'avais que 2 ans pour investir. Maintenant, tu as 3 ans. Mais malheureusement, comme tout schéma entre guillemets fiscal, l'univers d'investissement des fonds éligibles aux 150 sur BTR est beaucoup moins qualitatif et beaucoup moins performant que ce que tu aurais sans contrainte du 150 sur BTR. Donc c'est pas une martingale, il faut l'analyser et en tout cas voilà, ça reste des sujets importants à analyser en amont. Beaucoup de sujets dans la vie, c'est une question d'équilibre. Tout à fait. Ouais. Et alors, je reste là-dessus. Admettons. Je suis curieux. Tu vends ta boîte, tu ne touches in fine qu'un tiers réel. Tu vas quand même être imposé. Ensuite, il faut te battre avec l'administration pour dire j'ai payé des impôts, mais j'ai pas touché l'argent. L'administration considère que c'est le risque que tu as pris en fait avec tes associés sur le crédit vendeur. Après, il faut regarder le schéma fiscal parce que effectivement, si pour X raison le crédit vendeur en fait n'est pas honoré, ça peut être considéré éventuellement comme une perte. Donc il peut y avoir effectivement après une négociation. Mais c'est pour ça que le schéma de crédit vendeur est très rare en fait entre associés parce qu'il y a quand même une imposition en fait à payer et que si l'argent n'a pas été payé pour payer ses impôts, tu peux te retrouver en fait déficitaire. Alors merci pour la parenthèse. Je continue d'apprendre plein de choses dans le cash out. Si on revient sur ce moment, donc vous trouvez la formule pour que tu puisses sortir, mais ça va se faire en plusieurs tranches. Oui. Est-ce que ton désengagement au bon sens du terme est aussi progressif que ces grands slots? C'est-à-dire globalement, tu as un tiers de cash tout de suite, il se passe un truc dans la tête de ça y est, j'ai vendu, c'est officiel. Est-ce que progressivement jusqu'à la fin, tu sens qu'à chaque tranche, globalement ou par période, petit à petit, tu retrouves autre chose? Non, pas vraiment. Une fois que c'est vendu, après, c'est vraiment l'idée. Je me dis, c'est d'argent et c'est juste qu'il n'est pas sur mon compte bancaire, il est quelque part ailleurs. Ça, c'est il que va de l'argent. arriver. Mentalement, ça y est, c'est t'es fini. sorti. Et d'ailleurs, j'ai une question, parce qu'effectivement, cet argent arrive sur ton compte bancaire. Quel est ton rapport un peu à ce produit de cession, à cet argent? Est-ce que
tu le projettes sous la forme de projet, sous la forme aussi, parce que tu as 3 enfants, d'une transmission. C'est un vrai sujet, le rapport à l'argent, qu'il faut bien travailler, je trouve, quand on est entrepreneur, parce que ça peut être dans un sens très positif et motivant, c'est ce qui nous pousse des fois aussi à avancer, et puis dans un autre, ça peut vite nous enfermer dans une petite prison dorée, comme j'aime bien l'appeler. Pourquoi ? Parce que finalement, si on est dans une entreprise qui fonctionne bien, où on a un salaire qui est confortable, où on touche des dividendes, la société, quand elle grossit, ça a tendance à grossir avec. Et puis, si on augmente forcément son train de vie en conséquence, ou qu'on projette, on se dit à un moment donné, mais on n'a pas envie de perdre tout ça quelque part. Et puis il y a le risque de se dire finalement quitter sa société, vendre, mais après est-ce que je vais retrouver un niveau de rémunération qui sera équivalent, qui peut des fois nous ramener à la rémunération, ça dit quelque chose de ma valeur ou de mon niveau de réussite. Et donc je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions, de se dire c'est quoi aujourd'hui mon rapport à l'argent, quelle place j'ai envie qu'il tienne dans ma vie. Et est-ce que je reste dans cette société parce que je gagne très très bien ma vie, ou est-ce que j'y reste parce que j'en ai envie ? Mais je prolonge, parce que tu parles d'un montant globalement qui tombe tous les mois, les dividendes qui tombent tous les ans quand les choses se passent bien. Tu vends la boîte, tu as beaucoup d'argent d'un coup. Et si tu voulais le diviser en nombre de mois, tu pourrais garder le même niveau de vie sur X mois ou années. C'est ça le petit calcul mental que tu fais, ou là on parle d'autre chose parce que c'est un gros montant d'un coup? Il y a aussi de ça, en fait. C'est assez particulier de se dire que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas aimé de me dire je vis sur ce que j'ai gagné avant. Une vie de rentière. Oui, et puis, j'ai vendu, j'avais 40 ans. Je me dis, je suis pas à la retraite. J'ai encore envie d'être utile à d'autres et à la société dans son ensemble. Et donc, j'ai pas envie d'être entière. Ce côté fantasmé de la retraite et de l'entrepreneur qui a vendu et qui est au bord de sa piscine ou sur une île paradisiaque, en vrai, ça nous renvoie assez vite à quelque chose d'inutilité, et c'est un vrai besoin d'être utile. Mais c'est un vrai parallèle, la retraite, parce que la retraite, t'en as qui profitent de leur temps pour faire énormément de choses, et t'en as qui meurent à petit feu parce que justement, on manque d'activité. Mais la retraite, c'est quelque chose qui est prévu. Tout le monde va aller, ceux qui auront la chance de vivre suffisamment vieux, seront à la retraite un jour, en fait. Donc, si tu veux, c'est aussi accepté par la société. Et on se prépare à se dire, il y aura cette période. Alors que là, tu es dans un moment qui est en décalage, en fait, avec la société. Tu n'as plus... tu es encore jeune, tu es encore en capacité de travailler, et tu n'as plus ton activité, en fait. Et puis même vis-à-vis des gens, ils te regardent un peu bizarrement. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Au début, tu dis, là, je fais une petite pause, je profite. Puis assez rapidement, en fait, ça renvoie un sentiment d'inutilité. Moi, je me rappelle d'une anecdote, je ne sais pas si... Tu peux. Ça t'intéresse, mais... Quand mes enfants, à la rentrée d'après, repartaient à l'école, tu sais, tu dois remplir tous les papiers, et tu as plein de papiers, profession des parents. Et moi, je ne savais plus quoi mettre. Je ne savais plus si je devais dire je suis chef d'entreprise, je suis sans emploi, non, je ne suis pas au chômage parce que je n'ai pas droit au chômage. Et donc, cette case, elle était vide. Et pour moi, ça a été horrible de remplir tous ces papiers à la rentrée, là, en fait. T'as opté pour quoi ? Je crois que j'ai marqué entrepreneur, où je me suis dit, je me suis dit finalement, j'ai encore ma société personnelle, tu vois, mais pour pas laisser une case vide, quoi. Ouais. Ah non, c'est assez intéressant de voir... Mère au foyer. Nous, chez nos entrepreneurs... Ils ont souvent, tu l'as évoqué dans ton livre, cette peur du vide, et cette difficulté à se projeter en fait sur la gestion de ce patrimoine. Oui. Parce que certains ont peur de ne pas avoir assez, donc ça tend les négos. Oui. D'autres, à nos côtés, font aussi l'effort de se dire, voilà, tu disais combien je vais dépenser tous les mois, est-ce que cet argent va générer entre guillemets de l'intérêt, de la plus-value, et me permettre entre guillemets de sécuriser un peu mon train de vie. Mais en fait, rien de mieux que effectivement utiliser cet argent pour des projets qui sont entrepreneuriaux, qui soit perso, en fait se sentir utiliser en fait cet argent de manière utile, et pas simplement le laisser sur son compte courant. Tu as dit une phrase qui est très intéressante, ça veut dire quoi avoir assez, en fait ?
Parce que quand tu montes ta société, enfin, moi je me rappelle quand on l'avait créée, à l'époque, mes associés ils me disaient dans 5 ans, 10 ans, peut-être tu auras 1, 2, quelques millions. Et ils m'avaient dit ce chiffre de 2 millions et je m'étais dit, mais si j'ai ça, ce serait super. Et en fait, une fois que tu l'atteins, tu vas chercher encore plus. Et en fait, combien il faut réellement pour se dire qu'on a assez ? Et moi, j'ai l'impression que finalement, c'est un peu sans fin, cette course derrière. Oui, c'est le côté un peu greedy, comme on dit, mais la manière en fait, de le traiter, tu t'en as un peu parlé, c'est ton train de vie. Donc nous, on fait des calculs, ce qu'on appelle de BFR, de besoin au fond de roulement. Et en fait, on dit à nos entrepreneurs, voilà, combien tu dépenses en fait, tous les mois en worst case et en best case scénario. Et donc, faire cet effort de se dire voilà combien je consomme, voilà de quoi j'ai besoin, en prenant aussi en considération, en effet, comme tu l'as dit aussi, c'est que quand tu es dans la boîte, tu as la voiture de fonction, les notes de frais, les dividendes, voilà. Donc il faut aussi prendre en considération ce changement dans ton calcul. N'oubliez pas cette ligne de calcul de train de vie. Ouais. Il y a un paramètre aussi, c'est que tu as plus de temps, donc tu dépenses plus naturellement. Tu aussi as aussi ce côté un peu fame, où tu as envie aussi de briller pour certains, et donc d'arriver à faire minima, de te dire j'ai touché une belle somme, j'ai envie de me faire plaisir. Résidence secondaire, voyage, c'est normal, on n'a qu'une vie. Et donc de faire cet effort pour se dire, à ce niveau-là, je suis plutôt confiant d'avoir protégé mon train de vie, d'avoir aussi protégé ma famille, et donc après préparer d'autres projets et d'autres aventures. Alors je vais garder le sujet, je vais te laisser rebondir sur ce que vient de dire Souleymane Jean, mais en fait je me rends compte qu'on est déjà passé à la partie d'après et j'ai pas sorti ton choix musical avec Isia et Dominique A et Solé. Je la connais pas. Il y a du chant dessus, on peut pas. Ouais. Pourquoi cette musique ? C'est une période solitaire. Après. J'ai peur de devenir fou. Je vois danser les orages. J'ai peur de devenir fou. Parfois. Esselé. Je crois devenir fou parfois. Esselé. C'est un mot fort. C'est un mot fort, mais c'est ce que j'ai ressenti après. Parce que tu parlais de ces petits détails tout bêtes de qu'est-ce que je remplis sur l'affiche de la profession des parents pour mes enfants. Ça, c'est un petit détail parmi plein de micro-détails, j'imagine, qui font que... Ouais, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, mais j'avais l'impression de tomber quelque part, de me dire, j'étais dans ce brouillard et de ne pas être bien, d'avoir un sentiment pas toujours bien aligné et d'avoir ce besoin d'en parler. Et bien sûr, j'avais mon conjoint, on en discutait, mais ce sentiment de ne pas être compris. Parce que dans les yeux de tout le monde, tu es quelqu'un qui réussit. Tu viens de créer ta société, tu l'as fait grandir, tu la vends. Et puis, c'est cool, tout le monde aimerait être à ta place. Et toi, à l'intérieur, tu sens le vide. Le vide et plein de questions de OK, maintenant, je ne suis plus cette entité, mais je vais faire quoi et je suis quoi et de ne pas savoir où tu vas aller, vraiment.
T'as beaucoup d'entrepreneurs qui, à plein de moments de leur parcours, nous parlent de ce sentiment d'imposteur. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est... Très présent. C'est ça. C'est très dont présent on parce parle. que tu te dis, ok, j'ai réussi, mais Est-ce que j'ai eu de la chance. C'est un coup de chance. J'ai eu de la chance. Et puis en fait, c'est aussi mes équipes, ils étaient super. Donc est-ce que si je refais quelque chose, est-ce que je vais réussir ? Et puis pour faire quoi maintenant ? Il y a souvent ces clauses quand même où on ne peut pas refaire la même chose. Donc de se poser la question et de se dire, c'est quoi mon utilité aujourd'hui ? C'est profond, hein, comme questionnement. Oui, ça a été, c'est une période qui a été difficile. Alors, je suis pas tombée, j'ai pas fait de dépression, même si la chanson peut penser. Non, j'ai eu cette chance quand même de réussir à tenir. J'ai activé un peu mon driver soit fort, même dans cette période. Mais il y en a qui vont jusqu'à la dépression. C'est ce que j'ai vu dans toutes les interviews que j'ai fait avec des entrepreneurs qui ont fait des exits. Il y en a qui ont des très grandes anxiétés, il y en a qui font des burn-out post-vente, des grosses dépressions. C'est des périodes qui sont vraiment questionnantes. Ça vient toucher notre identité et notre être assez profond. Puis des fois, ça même, pour le coup, même en cause le couple, la famille. Enfin, c'est... Il y en a certains qui divorcent. Ça change l'équilibre. Ouais. Il y en a certains qui perdent des amis parce que ça peut tendre les choses aussi, la relation à l'argent. Donc, Et justement, alors, à la fois ton histoire personnelle, mais peut-être aussi à travers tous les témoignages que tu as pu avoir d'exiteurs aussi, est-ce que tu t'es fait une religion sur le fait d'annoncer aux proches, j'ai vendu, et derrière ça, évidemment, tu vas pas t'inventer une vie où tu vas toujours être dans la même entreprise où tu vas plus, mais je parle du montant, et ça à la fois aux proches et puis ensuite au conjoint évidemment, ou à la conjointe, et aux enfants. Non, alors moi je suis pas très à l'aise pour parler du montant. Dans ma famille, alors déjà mon métier, je viens d'une famille qui est plutôt à la base ouvrière, qui fait des métiers aussi assez manuels. Donc toute cette partie, c'est un peu loin déjà de leur quotidien. Et les gens m'ont pas trop posé la question du montant. On a un rapport à l'argent, encore une fois, en France, qui est un peu particulier. C'est pas comme aux États-Unis ou peut-être dans d'autres pays où on dit tiens, combien tu gagnes. Ici, il y a un côté où on est quand même plutôt discret là-dessus. Et donc, non, ça n'a pas été évoqué. Tu l'as pas volé cet argent. Enfin, je leur dis juste, et tu pourrais dire, je l'ai mérité, j'ai créé une boîte. Derrière cette boîte, c'est pas que mon enrichissement personnel, j'ai nourri des familles. Tu as pris des risques. Ouais. Parce que certains se retrouvent avec rien du tout. Il faut aussi rappeler ce niveau de risque. Mais malgré tout, c'est un sujet. Ça reste un sujet. Alors après, certains, même dans l'esprit, par exemple, les parents de mon conjoint, on dit, mais je les sentais inquiets. Donc je leur ai dit, mais vous inquiétez pas, j'ai vendu et c'est bon, la famille, on a ce qu'il faut, tout va bien. Mais il y a toujours cette inquiétude de se dire, mais est-ce qu'elle va avoir assez et qu'est-ce qu'elle va faire après, etc. Il y a un côté qui est un peu particulier. Et les enfants, je reviens sur... Ils sont trop petits. Alors, quand j'ai vendu, le plus grand avait 8 ans. Donc 8 ans, tu comprends quand même que papa ou maman a sa boîte et qui, à un moment, la vend. Tu ne te projettes pas ce que ça veut dire d'un point de vue financier. Ouais, alors je crois que vraiment, ça n'a pas été un sujet qu'on a abordé. C'est très intéressant ce que tu me dis, parce que je me rends compte que ça n'a pas été abordé ouvertement. Déjà, mes enfants, ils ne comprenaient pas trop ce que je faisais comme activité, puisque chef d'entreprise à 8 ans, c'est vague. Enfin, 8, 6 et 4, ça ne leur parle pas trop. Donc, ils savaient que je travaillais et que j'avais arrêté mon travail. Mais, donc, je le disais tout à l'heure, je ne me voyais pas, moi, mère au foyer. J'adore mes enfants, mais ce n'est pas une activité qui me plairait au quotidien. Donc, même après avoir vendu, en fait, je me souviens très bien, mes journées, elles étaient quand même assez remplie, je mettais plein de choses, des formations, du sport à fond, plein d'activités. Et donc,
pour eux, en fait, j'avais une fille au père qui continuait de travailler, qui s'en occupait. Et donc, du coup, pour eux, ça n'a pas changé leur vie. Donc, je ne sais même pas s'ils ont réalisé que j'avais complètement changé, arrêté. Et puis, je travaillais sur mon ordinateur. Après, il y avait le livre. Donc, en fait, j'essayais de garder une routine, en fait, qui m'a aidée à pas non plus perdre pied. Ouais. Si on revient justement sur... la notion plus patrimoniale, parce que j'ai interrompu par la musique. Mais toi, tu as décidé d'utiliser comment cet argent? T'en as qui gardent tout, parfois même sur le compte courant. De trop nombreuses années. Ouais. D'autres, c'est de l'immobilier. Bref, en fait, tu n'as pas une option et chacun a un rapport très différent à ça. Toi, déjà, est-ce que tu l'es préparé? Et surtout, qu'est-ce que tu as décidé d'en faire? Si tu as décidé d'en faire quelque chose. Je pense que je suis pas la bonne conseillère là-dessus. Honnêtement, Souleymane, j'en serais meilleur que moi. Moi, ce qui m'intéresse moins, c'est moins ce que tu as fait, ce qui a marché, pas marché. Oui. Ça, c'est peut-être trop tôt encore pour le dire. Mais en tout cas, dans toi, ta posture par rapport à ça a été quoi? Écoute, moi, ma posture, ça a été de me dire... J'ai quelque chose que j'ai envie quand même de sécuriser. Je suis pas quelqu'un qui refait un all-in ou qui va reprendre beaucoup de risques. En tout cas, je me sens pas à l'aise à investir dans quelque chose que je sens que je maîtrise pas. Donc, j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai fait Tout sur le Bitcoin. Tout sur le Bitcoin au bon moment. Non, un peu d'immobilier, un peu d'assurance vie, des petits placements, etc. Et depuis peu, je commence à investir en tant qu'operating partner, mais j'y vais prudemment parce que c'est un monde que je connaissais pas trop et voilà, j'ai d'abord besoin de maîtriser pour pouvoir le dans faire. cette maîtrise, tu l'as fait en autonomie, tu as été accompagné, tu t'es formé aussi sur ces sujets? L'immobilier, j'en faisais déjà un petit peu avant, donc honnêtement, on a pu simplement continuer. Et après, l'assurance vie... c'est un vrai sujet dont je parle avec d'autres personnes qui ont vendu leur société. Je me fais accompagner, j'ai un conseiller en gestion de patrimoine, mais honnêtement, c'est pas forcément ce que je vais recommander parce que je suis pas ultra satisfaite honnêtement de comment ça se passe. Je pense qu'il faut se faire accompagner, mais il n'y a pas de meilleure solution que de se faire une idée et d'aller bien discuter avec différentes personnes. Mais c'est vrai qu'au début, on est un peu perdu et de se dire mais comment je gère. Mais grave. Et c'est un environnement un peu complexe. C'est assez complexe, c'est assez opaque. On se bat là-dessus, effectivement, ça manque de transparence, les questions d'alignement d'intérêts, de structure de frais. Et effectivement, je pense que c'est indispensable. On a un manque de culture financière en France. Oui. Encore plus, malheureusement, nous, on y travaille activement chez Sapiens sur le sujet de l'éducation financière des femmes. Mais il y a effectivement un travail pour monter en compétence et être en capacité de challenger son CGP, son conseiller bancaire, son family officer. Et qu'on soit une femme ou un homme. Ouais, et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais on ne sait pas à qui s'adresser. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un conseiller en gestion de patrimoine ou on n'appelle pas un family office en disant bonjour, j'ai tel argent que je voudrais placer, est-ce que vous pouvez me prendre ou pas? Donc on ne sait pas trop par où commencer, donc ça se fait aussi assez progressivement finalement. Alors, moi je vois, ça fait quand même une dizaine d'années que je suis en gestion de fortune, je vois que les entrepreneurs aujourd'hui rentrent dans une logique de benchmark, un peu plus de comparaison plus proactive. C'est-à-dire en fait ils assument le fait d'aller voir 2-3 family office, une banque privée, monter en compétences, comparer, se faire une opinion et ensuite effectivement décider. Ou voire même en fait d'ailleurs des fois partager, se dire je vais garder un peu de relation avec ma banque privée pour du crédit immobilier et après je vais aller voir un family office pour avoir une vision un peu plus globale de l'investissement et aussi du conseil. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin et il faut que tout le monde se forme sur ces sujets-là parce que c'est indispensable. Le seul conseil qui porte pas trop préjudice, c'est de rappeler, mettez pas tout sur votre compte courant. Exactement. Et il n'existe pas de martingale quand on vous dit qu'il y a de la performance et pas de risque. Il faut partir en courant et suivre maximum. Il y a plein d'informations sur YouTube, sur les podcasts. Je recommande, je fais un peu de pub, les podcasts de Sapiens sur ces sujets-là pour monter en compétence. Si on continue l'aventure, à un moment, il va falloir projeter quand même quelle va être la nouvelle vie. Parce que tu l'as dit, tu as 40 ans, tu as envie de faire plein de choses. Et donc, pour projeter toute cette période et puis ce qui va suivre, on part avec Phoenix. If I ever feel better. Je l'écoutais en Erasmus en Suède.
Tu vas chanter alors. Je te dis que je dois faire saigner les oreilles de tes écouteurs. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what Puis il faut love du débit, is. hein. Too many tears I've had to fold, but you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells, finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, remind me Ça te démange. Si j'étais seule. when it's all over, I'll let you know. Donc tu arrives à une période où il va quand même falloir commencer à occuper ses journées. Tu as parlé des formations et puis à un moment reprendre une activité. Mm. Comment tu as abordé cette nouvelle direction possible? Parce qu'à ce moment-là, comme dans quelques moments de la vie, tu as 100 000 chemins, 100 000 options envisageables. Mm. Remonter une boîte, rejoindre une boîte, partager ton expérience, il y a plein de choses. Bah, j'ai choisi l'option de remonter une structure. Donc j'ai une personne avec qui j'avais fait une formation, avec qui ça a vraiment matché pendant que j'étais encore dans mon aventure entrepreneuriale. Et à ce moment-là, elle s'est aussi posé la question, elle, de monter une activité. Je m'étais formée en fait tout au long de mon parcours entrepreneurial au coaching, à des volets plus sur la psychologie pour vraiment accompagner les équipes et les personnes. Et donc, du coup, je me suis dit, peut-être que je pourrais accompagner des dirigeants, d'autres personnes qui sont à des moments dans leur aventure et qui ont peut-être besoin d'aide. J'avais fait pas mal de... Je m'étais fait coacher, moi, en tant que dirigeante. J'avais trouvé ça assez intéressant. Et je me disais que la double compétence, à la fois coaching, mais aussi de savoir ce que c'est que de monter une société et de la diriger, ça pouvait peut-être aider d'autres dirigeants. Donc, j'ai remonté cette activité. Tu l'as remonté, en tout cas ce que je projette, mais tu peux me rentrer dedans, mais que c'est pas une activité qui va se développer à l'image d'une boîte de conseil en assurance. Oui. Par exemple, c'est pas la même envergure de boîte, en tout cas si on la projette. Enfin, très instinctivement, c'est ce que j'imagine. Donc ça, c'était un choix aussi d'avoir quelque chose peut-être de plus restreint, plus réduit en volume. Revenir un peu plus peut-être aux manettes, d'être au contact justement des entrepreneurs que tu vas accompagner. En tout cas, je l'aborde cette période comme une période où j'avais pas envie de rien faire et je sais pas exactement quel sera le projet à très long terme. Et donc, c'est une période où j'explore en fait. J'explore, j'essaye des choses, donc voilà, d'accompagner des sociétés, d'être operating partner par ailleurs. Dans un fonds de retournement. Dans un fonds qui investit dans des sociétés qui sont effectivement soit dans des périodes, je ne sais pas s'ils se définissent comme fonds de retournement, mais des périodes qui sont soit de cap, où la société n'arrive pas à poursuivre sa croissance, soit des sociétés qui sont dans des phases de déclin ou de redressement judiciaire. Donc, c'est une période où j'explore, où je fais différentes choses. C'est même difficile de me mettre dans une case. Ouais. Mais c'est assez riche et du coup, ça me permet de mûrir ma réflexion. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, je vais dire, ça y est, j'appuie sur le bouton et en fait, cette structure-là, j'arrive à la scaler aussi, ou est-ce que finalement, c'est plutôt faire autre chose comme projet? C'est très transparent avec mon associé actuel quand on a monté cette structure. Si on continue, pour l'instant, c'est très bien. Et si à un moment donné, elle continuera de son côté, voilà, on verra. Quand tu observes des boîtes, justement, redressement judiciaire, etc., et c'est aussi parfois des opportunités de dingue, ça t'a jamais titillé de te dire, bon là, il y a un projet, ça mériterait que je m'y mette? Dans mon rôle d'operating partner, je peux aller assez loin dans ce que je fais pour les structures aussi.
Et oui, des fois, je sens que voilà, je suis à côté du dirigeant, je ne suis pas à sa place. Et des fois, j'aimerais appuyer sur le bouton aussi pour l'être. Donc, clairement, ça me manque. Moi, je suis quelqu'un qui aime travailler avec les équipes et qui aime construire avec les équipes. Et d'être un petit peu externe, ce n'est pas tout à fait la même posture. L'idéal, ce serait de me dire, je trouve un poste de DG dans une structure et je continue d'accompagner un petit peu, mais je ne sais pas si c'est réaliste pour l'instant. Je sais pas si tu peux... Et en plus, en operating partner, donc avec le fonds, la Tech Life Capital, c'est ça, ouais. Oui. Tu accompagnes combien de boîtes en même temps? Une seule ou tu peux être sur plusieurs projets en parallèle? Alors, dans ce fonds-là, pour l'instant, il y a 2 structures que j'accompagne. Après, j'ai un autre fonds qui me sollicite pour quelques sociétés aussi sur lesquelles ils ont besoin d'accompagnement. Donc là, j'ai une dizaine de structures à peu près que j'accompagne en parallèle. Je veux bien qu'on revienne sur... parce que là, je vois le timing qui passe. On a décidé de sortir l'épisode le jour, si je dis pas de bêtises, j'espère qu'on tiendra nos promesses, le jour de la sortie de l'ouvrage. Qu'est-ce que tu as appris? Parce que c'est d'abord ton témoignage, ton vécu, etc. Tu as aussi fait des entretiens à côté. Qu'est-ce que, en écrivant et en peaufinant cet ouvrage, tu as appris sur toi et sur ce que tu as vécu? Et qu'est-ce que tu as appris justement à travers tous ces échanges que tu as pu avoir avec d'autres éditeurs? Ce que j'ai vraiment appris, c'est que c'est un processus en fait. Et qu'on ne peut pas passer à côté du processus. Sur l'ensemble des phases... C'est comme un deuil, avec la phase de déni, puis de... Ouais, alors il y a une partie du processus qui est un deuil, mais pas que. D'ailleurs, il y a un chapitre qui porte vraiment là-dessus dans le livre. Mais même depuis la décision, en fait, ça commence quasiment toujours pareil. Il y a des choses qui se rejouent. Alors après, bien sûr, certains le vivent mieux que d'autres et il y a quand même des histoires différentes. Mais c'est quand même un processus. Ouais. Il y a un pattern derrière qui se rejoue. Et c'est pour ça que je ne voulais pas en fait, écrire le livre en racontant mon histoire. C'est pour ça que je voulais raconter le livre sous un regard plus académique, structuré par étapes. Et que je voulais surtout beaucoup d'histoires d'autres personnes pour qu'on voit en fait, que ça revienne en fait. Et ça aide beaucoup parce qu'on se dit c'est pas moi et je suis pas dysfonctionnelle en fait. C'est normal que je passe par tout ça. Ouais. Et c'est vrai que quand on est dedans, c'est inconfortable. Mais c'est cet inconfort qui nous amène vers aussi autre chose. Et que donc, il ne faut pas chercher à sauter les étapes. De toute façon, ce n'est pas vraiment possible. En vrai, on se fait rattraper quand on essaye de les sauter. Et donc, il faut accepter qu'on va vivre certaines choses. Mais ça aide de le savoir, en fait, je trouve. Et sans spoiler le livre, tu fournis... Spoil. Il faut l'acheter. Tu as des recommandations, notamment, pour mieux vivre, en fait, ces étapes fort des 50 interviews que tu as fait avec, j'imagine, des gens qui ont peut-être des fois plusieurs années après l'exit et donc un retour d'expérience intéressant. La recommandation, une chose que tout le monde a pu citer, c'est la nécessité d'en parler, en fait. Et de ne pas tourner ça en tête, dans sa tête, en boucle. Parce qu'en fait, le fait de commencer à verbaliser les choses, déjà, ça fait du bien. On voit qu'on est peut-être moins seul. Et puis, on voit aussi que, OK, c'est normal, en fait. Et on accepte mieux les choses. Et puis, ça permet vraiment de clarifier aussi sa pensée. C'est comme quand on essaye d'écrire quelque chose, ça oblige à faire l'effort de comprendre ce qui se passe. Et c'est très aidant, en fait. Ok. Un des conseils. Un des conseils. Mais tu peux spoiler autant que tu veux. Hein. De toute façon, ça ne sera pas écrit pareil. Il faudra aller chercher chaque détail, mais n'hésite pas à en donner plus. Nous, on est toujours curieux. Et puis, pour ceux qui découvriront le format avant d'aller acheter le livre, ce sera un peu d'amuse-bouche supplémentaire. Donc, vous en voulez d'autres, c'est ça? Oui. On en redemande. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Écoute, dans les éléments qui sont aussi qui sont importants, je pense que il faut se reconnecter aussi un peu à soi. C'est-à-dire que je pense que quand on est entrepreneur, les premières structures qu'on monte, en fait, on est un peu dans un mode pilotage automatique. On fait les choses, OK, on en a des fois envie, mais parce que aussi on a eu des injonctions, parce que
voilà, là, on nous pousse à faire ça, et puis on est arrivé là, à cet endroit-là, et on y Après, une va. fois que tu es sur le rail. Et après, une fois qu'on est sur le rail, on avance, etc. Et ce que je trouve très intéressant dans cette période-là, c'est de se déconstruire pour mieux se reconstruire. Et se déconstruire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait prendre conscience de tout ce qui nous a amenés ici, et de voir le schéma qu'on s'était donné. Non pas, des fois il peut être adapté et on peut le reproduire, mais des fois il n'est plus tout à fait adapté. Et donc avant de repartir sur un nouveau schéma qui pourrait nous emmener sur quelque chose qui ne nous conviendrait pas, si j'ai bien compris en fait d'où je viens, pourquoi j'ai fait ça, comment je l'ai fait, je peux être en capacité de redécider de continuer si je veux ou d'arrêter. L'alignement ou le désalignement, il va être autour de quoi ? Il va être autour du sens, des passions, du rythme de travail, Et un peu tout ça, en vrai. Tu vois, je parlais il n'y a pas longtemps avec un groupe de femmes entrepreneurs, justement, qui ont fait leurs exits et qui me disaient mais il faudrait que je fasse ça, si je réentreprends, il ne faut pas que je sois autant dedans, etc. Et qui se disaient plein de choses. Et au bout d'un moment, je leur dis effectivement, mais foutez-vous la paix, quoi, aussi. Est-ce que finalement, ce que vous avez fait, c'était peut-être déjà très bien, et le fait que tu le saches maintenant va t'aider à mieux repartir et peut-être à repartir différemment, mais d'arrêter d'être dans quelque chose où on est toujours en train d'essayer de se suradapter en permanence et de se dire, mais en fait, si c'est ça que... Soit t'aimes ça et c'est ce qui te fait vibrer, et vas-y. Soit tu le fais pour quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, oui, pose-toi la question. Moi, je vais te poser une dernière question. Pourras-tu nous mettre en relation avec ces brillants entrepreneurs avec qui tu as échangé et qu'on n'a pas encore reçus ? Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qu'on n'a pas encore reçus. Et si ce n'est pas cette saison, ce sera pour la prochaine. Un immense merci à toi, Souleymane Jean. On va se quitter avec une dernière musique, celle sur laquelle tu as fêté le deal, célébrer le deal. Est-ce qu'il y a une vraie célébration officielle ? Non, il n'y a pas eu de célébration officielle, et c'est pour ça que la musique est pas ultra festive. C'est une musique qui est dans l'entre-deux, c'est-à-dire content, qui fait rêver, mais en même temps qui a un côté un peu mélancolique. À aucun moment, tu as marqué le coup, même juste en amoureux, avec un dîner, pour dire c'est une fin de période et je trinque à cette période. Le seul moment où je pense avoir vraiment fêté ça, c'est quand même à mon pot de départ dans la société, où j'ai rassemblé les personnes et où on a fait une grosse fête ensemble. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore signé la vente. D'accord. Eh ben, on se quitte avec The Cranberries, Dreams. Et tu vois toujours tes anciens associés ? Très fréquemment, ouais. Parce que l'histoire finit bien. On a parlé des tensions qui sont inhérentes à toutes les négociations. Non, c'est des vrais amis et franchement, je suis très très attachée à eux. Tu sais que tu peux encore revenir. Je peux encore revenir. Et tu pourras revenir à la prochaine session dans Cash Out. Un immense merci à toi. Merci Thomas. Merci beaucoup, Delphine. Merci Souleymane Jean.